Amis sportifs, bonjour et bienvenue dans La Séance, le podcast. La séance est celle que tous les athlètes d'endurance réalisent. A priori simple, la séance s'intègre dans une programmation et s'articule en plusieurs temps souvent bien distincts, comme l'échauffement, le corps de séance et le retour au calme. Toutes les séances ont, ou du moins devraient avoir, comme objectif de faire progresser l'athlète, mais pour cela, encore faut-il comprendre le pourquoi de la séance. Aujourd'hui, on reçoit Pierre-Louis de Tourbe. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour à tous, merci à toi, c'est un plaisir. Ça va, ouais. Bon, on en reparlera un petit peu, mais c'est la deuxième fois qu'on se voit. On fera un petit brief sur la fin de la présentation. Je fais une petite introduction pour toi, puis tu la compléteras ensuite. Ça te va? Parfait. Alors, bon, si on essaie de résumer un peu, Pierre-Louis, du coup, tu es un athlète de haut niveau. Tu es membre de la team Diadora France et tu es licencié au club d'athlétisme de l'Entente Athlétisme Cambrésis. Tu pratiques l'athlétisme déjà depuis plus de 20 ans et tu évolues maintenant dans les catégories seniors. Au fil des années, tu as signé vraiment de belles perfs sur plusieurs distances. Ça va du cross-court jusqu'au semi-marathon, avec bien sûr des 10 km ou sur route où tu as fait des chronos de référence. On peut notamment citer le 10 km de Lille où tu es passé sous la barre symbolique des 30 minutes évidemment, avec un record de 29 minutes et 23 secondes réalisé en 2025. Dans ton parcours, là, sur ta vingtaine d'années que tu as passé à courir, il y a quand même des sélections, enfin, il y a une sélection en équipe de France chez les jeunes, en cross, et ainsi enfin, des expériences aux États-Unis. Enfin, pas que, je crois au Canada aussi, tu pourras le représenter tout à l'heure. Donc voilà, tu as couru et étudié au sein de plusieurs universités américaines. Donc voilà, tu as un parcours qui est très riche et très solide dans le monde du demi-fond. Et je suis ravi de t'accueillir de nouveau, parce on avait déjà une première fois enregistré. C'était avant les crosses de France. Depuis, les crosses se sont déroulées. Comment ça a été? Est-ce que tu es content de cette course des France, cette 20e place française? Du coup, oui, j'ai fait 20e sur cross-court. Satisfait, mais disons que je m'étais bien entraîné. J'étais un peu fatigué au début de la prépa. Enfin, j'ai pas non plus fait une prépa de cross. J'ai continué sur une prépa de 10 km et une prépa générale, mais j'étais assez fatigué. C'est bien revenu. Et après, j'étais pas non plus très acteur au championnat de France, en fait. Dès le début, j'étais un peu donc positionné entre la 20e et la 30e place et j'ai pas réussi à faire un move pour faire mieux. Donc c'est à prendre. Après, les crosses ne sont pas l'objectif de la saison. Donc c'est plus tout ce qui est 10 km, 5 km et puis battre tous mes records. Donc c'est plus secondaire, mais ça permet aussi d'avoir un bon hiver et de se concentrer ensuite sur la saison de piste. C'était une bonne motivation pour aller s'entraîner, ces France de cross quand même, du C'est coup. ça, on va dire, on fait pas mal d'entraînement l'hiver, le temps n'est pas au rendez-vous, etc. Et de faire une compétition comme ça permet d'avoir un objectif à court terme. Ok, bon, nickel. Et puis ensuite, ça a enchaîné avec un truc sympa en Italie avec l'équipe Diadora, j'ai cru voir. Ouais, donc on est parti 2 jours, donc à Misano, sur un circuit de MotoGP à côté de Venise pour faire une course, donc un 5 km en équipe. Et c'était un super moment. Ça permet aussi de voyager, retrouver les copains et tout. Donc c'était très agréable. C'était l'occasion d'une sortie d'un modèle de chaussures de la marque, non? Exactement. Donc les nouvelles carbone de Diadora, on a testé les nouvelles carbone de Diadora, donc les Gara 3, qui sont bien plus agressives et plus légères que les Gara 2, donc d'où l'événement et le fait qu'on soit parti en Italie. Ouais, c'était le lancement de ce modèle-là. Bah écoute, peut-être qu'on en reparlera dans la séance que tu vas nous présenter aujourd'hui. Ça peut peut-être être des chaussures qui peuvent être pas mal à utiliser sur cette séance-là. Avant d'attaquer, est-ce que tu veux revenir sur un moment, un souvenir de ta carrière, un truc que tu aimerais nous partager? Bah, je dirais mes 4 années aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord surtout. Euh, j'ai eu la chance donc de partir continuer mes études aux États-Unis et donc un an aussi au Canada pour faire donc mes études et représenter l'université en compétition universitaire américaine. Donc je pense que c'est vraiment l'expérience qui m'a le plus marqué.
C'était génial de pouvoir progresser en anglais, être indépendant, découvrir une nouvelle culture, voyager pour concourir pour notre université en compétition. Donc c'est vraiment une expérience qui m'a bien frappé. Et si c'était à refaire, j'aurais refait exactement le même chemin. Tout ce qui était entraînement physique et tout, t'as vraiment senti un gros écart, t'as vraiment progressé sur ces années que t'as passé là-bas, t'as Moi, je passé dirais que des paliers? je dirais plus sur l'expérience. Après, au niveau progression en course à pied, pas forcément, parce que je suis arrivé après 2 ans en école d'ingénieur à Lille. Et donc, je suis arrivé à California Baptist University, tout proche de Los Angeles. Ensuite, j'ai dû transférer à Vancouver, dans une autre université, donc au Canada. Ensuite, je suis revenu en France pour valider ma licence et je suis reparti 2 ans aux États-Unis, donc là où j'ai intégré Butler University, notamment avec un ami, donc Simon Bédard. Et donc, en fait, le fait de changer 3 fois d'entraîneur en 5 ans, bah, c'est pas optimal, en fait. Si on veut vraiment optimiser la chose, il faut garder le même entraîneur pour que le corps s'adapte à l'entraînement. Donc, pour ça, c'était pas forcément optimisé. Et puis, il y a certains points dans certaines universités, par exemple, le renforcement musculaire, c'était tout le temps la même chose du début d'année à la fin d'année. Et en fait, on variait pas les exercices. Donc, au bout d'un moment, le corps, bah, en fait, il faut adapter les entraînements et le fait de garder les mêmes entraînements de renforcement musculaire, bah, ça ne permet pas d'optimiser et de progresser. Donc, il y avait des choses aussi à modifier, je pense. Mais comme dans tout, en fait, il y a toujours des choses à optimiser. Mais sinon, c'était une très belle expérience. Et puis après, le travail de progresser, de garder le même entraîneur, la même équipe, bah, je le fais actuellement, en fait. Ouais, oui, donc finalement, c'était des années où tu as découvert plein de choses, tu as touché un peu à tout, puis finalement, ça t'a permis d'avoir ouais, une meilleure expérience, peut-être du coup d'une façon de mieux appréhender les choses actuellement, quoi. C'était des choses qui t'ont servi pour maintenant, quoi. Ouais, je pense que j'étais pas assez mature pour comprendre certaines choses de l'entraînement. Quand le coach me disait on fait telle séance ou telle séance. Par exemple, si on me disait on va faire du seuil en 3,05 pendant 13 kilomètres, bah je savais que c'était pas du seuil, et pour autant je le faisais. Alors que si Hmm. c'était à faire aujourd'hui, bah quitte à être tout seul de mon côté, j'aurais fait la séance seule, vraiment à mes allures de seuil, parce que là, en fait, on était clairement sur des allures spécifiques, on n'était pas du tout sur une séance de seuil. Donc, c'est bien d'aller vite, mais aussi, faut choisir quand le faire, parce que si on va vite à chaque séance, au final, on arrive cramé le jour de la compétition, donc il n'y a pas forcément d'intérêt. Ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Finalement, il y a des processus et les processus qui sont longs à mettre en place. Et donc, du coup, voilà, faut faire attention, faut avoir un bon cadre. Puis, bah, du coup, ouais, on en reparlera sûrement dans la séance, mais c'est vrai que si là, tu as trouvé le bon équilibre avec un groupe d'entraînement qui te permet de faire les choses bah, adaptées pour toi, qui correspond à tes envies et tes besoins, c'est sûr que c'est mieux, quoi. Exactement. Ben écoute, alors on va partir sur le podcast, la séance du jour. Je te propose qu'on suive les trois temps classiques, présentation, déroulement et bilan. Et puis ensuite, on se fera une petite conclusion tranquillement en fin d'épisode. C'est parti? C'est parti. Alors, bah, on attaque. Premier temps de l'épisode, la présentation. Pour l'introduire, cette séance, est-ce que tu pourrais nous la présenter, nous la décrire, voilà, du moment où on met les chaussures, du moment où on enregistre la séance? Quelles sont les grandes étapes de cette séance que tu nous proposes aujourd'hui? Donc, t'hésites pas à m'interrompre si j'oublie certains passages qui sont quand même importants. Parce que c'est vrai que quand on court depuis des années, des fois, on oublie certaines choses qui peuvent être clés pour certains passages qui peuvent être des passages clés qui peuvent être importants pour des athlètes qui commencent à courir. Mais nous, c'est tellement dans notre routine qu'on oublie de le partager. Donc en fait, donc cette séance, je vais la décrire comme une séance où on va mettre de la fatigue. Euh, en fait, donc, la séance, c'est donc 6 fois 1200 mètres, récup 2 minutes à chaque fois. Et en fait, on va partir très vite sur les premiers 200 mètres des 1200 mètres pour vraiment mettre de la fatigue et ensuite enchaîner le 1000 mètres qui suit
à allure 10 km. Le but, c'est vraiment de reproduire la fatigue entre le 7e et le 8e kilomètre qu'on retrouve au 10 km. Et donc, vraiment envoyer un signal au corps en disant t'es dans une phase de fatigue, mais il faut quand même relancer et garder une allure 10 km pour aller chercher un record. Donc, avant de faire cette séance, généralement, on fait donc 20 minutes d'échauffement. On se situe en EF, donc allure confortable. En RPE, on est à peu près à 1 ou 2 sur 10. Le but, c'est juste de chauffer le corps. Après avoir fait ces 20 minutes, on fait généralement des gammes, genoux hauts, talons de fesses, jambes tendues, etc. Donc, il faut savoir que nous, on a vraiment notre routine d'échauffement de gamme. Donc les gammes, on va dire que ça prend une dizaine de minutes. Chacun fait son programme de gamme dans son coin. Après, on a des gammes en commun. Euh, Ensuite, ce qu'on fait généralement pour chauffer un peu, on fait, euh, on fait donc 2 minutes au seuil ventilatoire 2. Donc pour moi, ça correspond à 3 minutes 20 au kilomètre. Ensuite, on prend 1 minute de récupération et 2 fois 1 minute en SV2. Donc SV2, je suis aux alentours de 3,05 au kilomètre. Le but, c'est de faire chauffer donc les jambes et le cœur progressivement avant d'attaquer une séance qui est assez agressive. Et parce qu'en fait, si on passe de l'allure EF à de l'allure 10 km directement, on risque les jambes et le cœur, ils vont pas comprendre, clairement. Donc voilà, et ensuite, à partir du moment où on a fini donc ce qu'on appelle le priming, où on met un peu de seuil ventilatoire 1, seuil ventilatoire 2 et on est prêt, bah là, à ce moment-là, on change de chaussures, on met chaussures rapides, donc des chaussures carbone pour commencer la séance. Après, on s'envoie d'ici fois 1200 mètres. Ok. Et une fois que ces 1200 mètres, ces 6 fois 1200 mètres récup 2 sont finis, sont passés, là c'est un retour au calme assez bref. On n'a pas, il n'y a pas un truc spécifique à faire en fin de séance, quoi. Non, c'est retour au calme, donc on remet les baskets de footing, et puis généralement un retour au calme entre 10 et 15 minutes. Ok, Et bon bah top présentation de A à Z de la séance. Juste cette séance, du coup, ça s'inscrit dans quel type d'entraînement et du coup, ça se réalise à quel moment, pour quel objectif? Est-ce que tu pourrais nous le resituer dans un plan, ce genre de séance? donc cette séance, je l'avais faite le 6 février, et les championnats de France, c'était début mars, je Oui. crois. Donc c'était à peu près un mois avant les championnats de France. Le but, c'était donc ça, c'est une belle séance VO2 qui pique parce que en fait, sur les 200 mètres, on est allure 1500 mètres et on enchaîne directement sans récup sur de l'allure 10 km. Et le but, c'est vraiment de mettre un choc. On est sur une RPE entre 8 et 9 sur 10 en fait, donc quasiment à bloc au niveau du ressenti à la fin de la séance. Et donc, en fait, on peut le mettre dans une prépa. En fait, ça dépend vraiment des objectifs, mais généralement, on ne le met pas non plus trop proche d'une compétition. On le met vraiment dans une phase d'entraînement où on veut mettre un peu d'intensité et vraiment choquer le corps et voir où on en est, si on a des bonnes sensations, et puis un peu jauger notre forme du moment. Ok, ouais, elle s'inscrit ouais, dans un processus un peu plus global, quoi. C'est une C'est ça. séance type à un mois de l'entraînement. Mais d'ailleurs, du coup, vous avez déjà pas mal fait de séances pour arriver à cette séance qui est quand même assez dense en termes de volume à haute vitesse. Enfin, est-ce qu'il y a des déclinaisons plus simples que vous avez réalisées avant ou c'est vraiment elle arrive un peu comme ça, cette séance où on a un gros départ bien rapide et ensuite maintenir une vitesse assez élevée de course sur la deuxième partie de la répétition. Bah, en gros, il faut savoir que cette séance, elle a été réalisée dans une semaine aux alentours de 130 km. Que cette semaine-là, j'ai pas fait que des footings tranquilles. Donc j'ai fait aussi
pas mal de seuils, footing, j'ai fait footing ligne droite, musculation aussi 2 jours avant la séance. Et c'est pour ça que ça a rajouté un peu de fatigue et pour la séance en question. Et ensuite, oui, on a fait pas mal d'autres séances de ce type. Hard start, on va la décrire comme ça. Après, le but, c'était pendant le moment la saison hivernale où on s'entraînait, c'était de faire 2 types de séances dures par semaine. Donc le mardi et le vendredi. Celle-ci, c'était un vendredi. Et donc, 3 jours avant, on avait fait une autre grosse séance. Et donc, le but, c'est vraiment de travailler la difficulté. Alors que dans d'autres moments de la saison, où on n'aura pas de compétition, des fois, on va travailler des allures plus contrôlées. Mais là, c'était pas le but. Ok, ok. Oui, donc du coup, là, c'était une séance, comme tu le dis, elle s'intègre dans une semaine déjà qui est assez dense en termes de difficulté. C'est une répétition de semaine, c'est pas juste cette semaine-là qui était dure avec cette séance-là qui était dure, c'est vraiment un entraînement de longue date où vous aviez déjà fait des séances du coup de VO2, d'allure aussi 10K. Et donc du coup, ouais, cette séance-là, elle serait quand même à préconiser pour des athlètes qui sont déjà un peu expérimentés, qui ont déjà du coup la capacité de jauger des allures différentes, un peu très rapide pour le 1500, enfin des allures genre 1500 pour le premier 200 mètres, et puis une allure 10K, être capable de la maintenir après un effort intense. Donc ouais, c'est plutôt pour des coureurs expérimentés. Et est-ce que du coup, est-ce qu'il y aurait moyen de l'adapter avec un niveau peut-être plus faible ou une sorte ouais, de séance intermédiaire à valider peut-être avant de passer sur ce genre de séance-là? Donc déjà, c'est un très bon point, le fait ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas une séance qui va déterminer notre forme du moment, mais l'intégralité de enfin, la globalité des séances et des semaines qu'on fait. Donc faut pas voir juste une séance, c'est pas parce qu'on réussit une seule séance qu'on va être fort, c'est le fait de réussir tous les jours d'aller s'entraîner, de faire le footing simple, le footing facile, les allures de seuil, les séances VO2, etc. Et aussi, donc cette séance, elle est adaptable à tout niveau en fait. Pour moi, donc j'ai fait, donc, comme on l'a dit, 6 fois 1200, donc 200 allure 1500 mètres, et les 1000 mètres allure 10 km. Après, en fait, quelqu'un qui commence l'athlétisme, qui a quand même une base, une bonne base, il peut en fait soit, par exemple, se dire, je vais pas faire des 1000 mètres allure 10 km, mais faire des 800 ou des 600, ou, euh, ou faire exactement la même séance que moi, mais réduire la vitesse. Donc il va pas se dire, tiens, je vais faire les 1000 mètres allure 10 km, je vais faire les 1000 mètres allure semi-marathon, par exemple. C'est un exemple. Après, en fait, le but, faut pas se dire, tiens, je vais faire cette séance, et si je la réussis pas, ça va être compliqué pour la suite de la saison. C'est juste jauger, voir nos jambes, et se donner à fond, en fait. Donc, elle est adaptable à tout niveau, toute personne peut la faire. Après, en fait, on peut aussi dire, par exemple, on met pas récup 2, mais récup 3. Comme ça, la personne a plus de temps pour récupérer entre chaque bloc. Mais dans tous les cas, on peut l'adapter comme on le souhaite. Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est dans la séance que tu disais, là, un peu de départ rapide. L'idée, c'est de créer de la fatigue. Donc, du coup, ensuite, en fonction de l'allure qu'on veut viser sur la course, on adapte le temps de maintien ou la vitesse qu'on veut tenir sur la deuxième partie de la répétition. Mais l'idée, c'est que c'est le départ qui est rapide qui vient charger les jambes pour ensuite essayer de maintenir une allure de course sur ouais, le temps que l'on souhaiterait idéalement, ou que l'on peut du coup tenir, quoi. Ouais. Ok. Donc toi, on est d'accord, c'était du coup 6 fois 1200, les 200 à allure 1500 et les 1000 enchaînés à allure 10K. C'est une Ouais. séance du coup qui est plutôt peut-être à réaliser sur piste ou c'est quand même Ah, l'environnement qui semble le plus adapté? on en avait discuté la fois dernière. Alors Ouais. moi, je recommande sur piste, c'est au niveau logistique. Donc on a notre sac, notre gourde, etc. C'est beaucoup plus facile à gérer. Surtout le fait de faire son échauffement en basket et ensuite de basculer sur des carbones. Donc on a tout au même endroit. Après, je sais que donc j'ai des amis que j'entraîne qui aiment bien faire ça en nature.
Bah, du coup, dans ce cas-là, il va falloir faire l'échauffement et la récup avec des baskets légères ou des carbones, donc à la citadelle, mais c'est pas forcément ce que je préfère. Quand on vise quelque chose et respecter des allures surtout, c'est beaucoup plus facile sur piste. Après, il faut savoir qu'on a la chance donc de s'entraîner en piste couverte à Liévin. Et du coup, ça, au niveau logistique, c'est beaucoup plus facile. D'où le fait que je l'ai fait là-bas. Mais après, c'est adaptable comme la personne le souhaite. Quand tu disais que toi, t'es allé sur la piste du coup à Liévin, c'est parce que du coup, c'est dans ton club, c'est l'Entente Athlétisme Cambrésis qui a Ah, mis à disposition ce club, qui a à non, disposition ce stade. c'est juste quand on est licencié FFA dans les Hauts-de-France, en fait, on a accès au, au stade couvert de Liévin et en fait, on a des créneaux. Donc, c'est beaucoup plus facile de la faire là-bas. Et puis, on n'a pas non plus à gérer le climat, le vent, la pluie, etc. Donc, on vient, on sait qu'on va courir en short, il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de vent et il faudra juste courir vite, hein, en fait. Oui, et elle a quoi comme caractéristique? Si je me souviens bien, elle fait bien que 200 mètres par contre, cette C'est piste-là. ça. Par contre, c'est pas une piste de 400, c'est une piste de 200, donc ça tourne un peu plus. Mais sinon, il y a pas de. Tout est parfait pour être en condition là-bas. Ouais, c'est vrai que là, au moins, c'est bien découpé. Et vu qu'il y a le premier 200, ça peut permettre au bout d'un tour déjà d'avoir un petit peu l'œil sur la montre pour voir le Ouais. chrono. Et puis ensuite, ouais, de bien faire gaffe à pas se faire, pas s'endormir ou pas aller trop vite. Bon, je pense qu'on va pas trop vite sur les 1000. Bah, Rarement. c'est compliqué d'aller plus vite, honnêtement. On est vite dans le rouge. Donc, pour donner enfin, une idée, quand je faisais mes 1000, en fait, j'avais l'impression de devoir relancer tous les 200 mètres parce que j'étais complètement cuit. Après, l'allure allait, mais il fallait que je relance et que je sois vraiment focus dessus pour pas ralentir. Ouais, ouais. Oui, donc c'est en effet, je pense, un lieu qui est vraiment adapté à la piste sur ce genre de séance pour bien se cadrer. Et puis ça peut être assez motivant enfin, là encore plus sur une piste de 200. Finalement, si tu découpes tout en 200, donc finalement, ça doit passer assez vite les répétitions, même si la Mm. douleur doit quand même être assez sympa. Sur sur les 4 5 6e répétitions, tu dois les sentir. Ouais, clairement. Ok, bon, niveau matos, on a déjà un petit peu parlé. Donc, piste idéalement. Et du coup, ensuite, utiliser des chaussures un peu de vitesse, ouais, les chaussures nouvelle génération. Là, toi, du coup, tu as testé les nouvelles de Diadora, c'est ça? C'est quoi C'est le ça, nom? les Gara 3. Donc, j'ai testé sur mon 5 km en Italie et que j'ai retesté mardi en séance. Donc mardi dernier, il y a 3 jours. Et, euh, et voilà, c'est des chaussures qui sont plus agressives que les précédentes, donc les Gara 2, avec lesquelles j'ai fait mon record sur 10 km. Donc plus agressif, plus dynamique, qui renvoie plus. Et donc je vais les tester aussi dans 10 jours pour les 10 km de Lille, en espérant faire un record. Ah oui, du coup, c'est ce que je me demandais, quand est-ce qu'ils étaient ces 10 kilomètres de Lille. Ouais, donc oui, ça approche. T'as pas refait une séance de ce type-là, du coup, pour ces 10 cas-là. Alors, j'ai pas refait de séance type hard start. Mhm. Je me souviens d'une autre hard start que j'avais faite, celle-ci. Je suis en train de regarder dans mon planning d'entraînement. Mhm. Donc, c'était le 30 janvier. J'avais fait donc 8 fois 200 mètres, donc allure 1500 mètres, enchaîné par deux fois, enchaîné par 2 fois 1000 mètres, donc allure 5 km, et ensuite 5 fois 400, 5 fois 400 et 2000 derrière. Attends. Et donc le 5 fois 400, j'étais allure 3000 et le dernier 2000, j'étais allure 5 km. Donc ça, c'était vraiment une des plus dures séances aussi. Donc ça, j'étais en RPE entre 8 et 10 sur 10. Et puis mardi dernier, il y a 3 jours, j'ai fait une petite spé 10 km en progressif. Donc j'avais 12 fois 800 mètres. Et on commençait, si je dis pas de bêtises, on commençait en 3,05 au kilomètre et on a fini en 2,45 au kilomètre. Donc Ok. ça, c'est une dernière spé 10 km. C'était pas la plus dure, mais c'était juste
Confirmer la forme et remettre du rythme parce qu'on était à J-12 à peu près. Ok, ouais, donc si je m'en souviens, enfin, si je me rappelle un peu des chronos que tu fais, du coup, ça veut dire que sur les 12 fois 800, tu commençais grosso modo tes premiers 800 à SV2 et SV2 exactement. et tu les termines à quoi, du coup, allure 5K, allure. 2,45, donc c'est allure 5 km, c'est ça. Et oui, En ça. fait, on montait progressivement, donc c'était pas on va dire que c'était pas la séance, l'aspect 10 km la plus compliquée. Le problème, c'est que sur la piste, là, on s'entraînait en extérieur, donc piste de 400 mètres à Liévin. Il y avait plus de 60 personnes autour de la piste. En fait, on se retrouvait couloir 2 et 3. Et en fait, en 2,45, quand tu te retrouves couloir 3 à faire beaucoup plus de distance, directement, tu le sens et tu fatigues beaucoup plus. Ah Donc ouais, voilà. elle a dû bien tabasser. Ok, bah c'est bien, tu nous as donné plein d'idées de spé 10K d'un coup là. Donc on a pu se les noter sur le papier, et pas noter les chronos, hein, parce que les chronos ça va vite, mais au moins l'idée des séances. Ok, ouais, bah donc on suivra ce résultat-là. On en était au niveau du matos. En fait, finalement, à part les chaussures et la piste. Il n'y a rien d'autre en particulier parce que si la montre pour l'AP et vérifier les chronos après la séance, mais tu utilises pas, tu regardes pas pendant la séance tout ce qui est cardio ou autre ouais, outil comme ça, c'est pas nécessaire pendant la séance. Alors, moi j'ai une ceinture cardio parce que je pense que le cardio au poignet des montres GPS n'est Hmm. pas du tout fiable. Cela dit, le cardio, je le regarde en séance quand je fais du seuil 1 ou du seuil 2 pour contrôler les allures. Donc, en fait, je te parle du seuil, mais sur des footings EF, je regarde le cardio. Sur des endurances actives, zone 2, je regarde le cardio. Sur du seuil 1, seuil 2, je regarde le cardio. Et après, quand on est sur des types de séances comme ça, en fait, le but, c'est de respecter les allures. Après, on peut regarder quand même le cardio, s'il monte haut ou autre, mais c'est pas forcément le critère numéro un. Alors que sur une séance de seuil, le critère numéro un est d'avoir un cardio cohérent par rapport à l'allure à laquelle on est censé aller. Si on voit que le cardio est trop haut alors qu'on est censé être en seuil, bah, il faut tout simplement ralentir et mettre l'ego de côté. Alors que quand on est sur une séance VO2, le but c'est d'aller le plus vite possible, respecter une allure par exemple 10 km, et même si le cardio est haut, on sait qu'il sera haut en fait. Hmm. Ouais, Et non, aussi, ouais, désolé. Et aussi, un autre critère, je dirais, c'est qui n'a rien à voir par rapport à la séance, hein, mais c'est de très bien dormir. Parce que la dernière fois, donc, on avait fait notre podcast avant les championnats de France, et j'avais pas mal de problèmes de sommeil. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai mis des choses en place. Et en fait, c'est très bien de faire des très belles séances sur le papier, mais si derrière l'athlète ne peut pas récupérer correctement, ben, en fait, la séance, elle est bonne que partiellement, en fait. hmm. Oui, pour valider définitivement la séance, il faut la passer et faut en récupérer quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Et du coup, c'était des problèmes. T'as changé un truc en particulier pour du coup mieux dormir? Ou enfin Ouais, c'est juste la période est plus propice maintenant. j'avais un matelas qui me convenait plus, donc j'ai changé mon matelas. Ensuite, boule qui est, parce qu'en fait, j'y pensais pas, mais le bruit des voitures à 5h30, 6h du matin, on n'a pas l'impression que ça nous impacte. Parce que, en fait, j'ai écouté énormément de podcasts, etc. Et j'ai commencé à tester les boules qui est, et directement, mon sommeil était beaucoup plus réparateur. Aussi, un masque, puisque je dors dans le noir, mais des fois, il y a des faisceaux de lumière. Et en fait, à partir du moment où on souhaite optimiser des choses, en fait, il faut y aller à 100%. Et même si il y a un petit peu de bruit, il y a un peu de lumière et c'est quasiment rien, si on peut éviter tout ça, c'est toujours ça de gagner, quoi. Ok. Ouais, non, mais intéressant. Et puis, bah, du coup, ça rentre évidemment dans le matériel, t'as raison. C'est peut-être pas le matériel indispensable sur le moment de la séance, mais ça compte pour la récupération, pour enchaîner les séances et du coup, en effet, pour l'entraînement au global. Et ça, c'est vrai que j'en avais entendu parler du fait que vraiment, dans le noir total et l'absence de bruit, c'est vraiment des trucs, on s'en rend pas Ah, compte, mais ça joue c'est game énormément, ouais. changer, hein.
Ouais. Avant, je me levais la nuit, j'avais un sommeil léger, je me réveillais. Et maintenant, je me réveille plus avant 8 heures. Donc, Allez, j'ai ok. 9 heures et demie de sommeil direct. Et je le sens, mon humeur est bien meilleure. J'ai plus la pêche, j'ai moins mal au dos. Parce qu'avant, j'avais tout le temps mal au dos, etc. Là, j'ai plus rien. Et puis, beaucoup plus envie d'aller faire du sport et dans une meilleure dynamique. Bon, bah, on te souhaite des belles nuits alors. C'est vrai que t'as meilleur teint. Comment? C'est vrai que t'as une meilleure, t'as une meilleure forme de visage là, on sent. Ouais. Je suis pas dans la même chambre, c'est peut-être la lumière aussi. Ok, ben nickel. Et pour revenir sur le matos, ouais, du coup, en gros, ce que tu disais, c'est que le cardio, c'est intéressant sur plein de séances. Mais là, cette séance VO2 max où finalement on se rentre dedans, à la limite, ça peut être pas mal en post-séance, mais sur le moment de la séance, c'est pas le critère qu'on regarde. Donc, on le porte pour avoir des données, mais pas pour vérifier l'intensité, quoi. Ouais, c'est pas le critère numéro un. Après, les athlètes de très haut niveau, ils vont piquer au lactate, mais là, on parle d'un autre niveau, donc je pense Hmm. que déjà réussir la séance, euh, aller chercher les bonnes allures, c'est déjà le numéro un. Ce qu'on veut, c'est les sensations, et puis le reste, c'est secondaire. Ok, bon, on est bien. Je pense on va pouvoir terminer la présentation de cette séance. Juste, est-ce que, avant que je fasse un petit récap, est-ce que tu peux un peu nous rappeler, nous expliquer comment ça se fait que ça c'est venu dans ton entraînement avec toi et ton groupe d'entraînement là, ces séances hard start. Pourquoi vous avez mis ça en place? Comment vous en êtes arrivé à ce genre de séance là, avec des trucs rapides, très rapides, et puis ensuite du maintien d'allure dans une seconde partie? Bah, c'est Victor, mon entraîneur, qui a mis ça en place. On n'en faisait pas l'année dernière. Je pense qu'il s'est documenté, il a vu que ça pouvait être intéressant de tester ça avec nous. Et le but, c'était de reproduire donc les 200 premiers mètres très rapides. C'était pour reproduire un peu les départs rapides en cross, donc au championnat de France. Je sais pas si les gens ont déjà vu des championnats de France de cross, mais déjà quand on y participe, c'est très stressant. C'est pas la course en elle-même, c'est le départ. On se retrouve à 23 km heure et on est peut-être 50e. Donc le but, c'était vraiment de pousser et de reproduire ce départ de cross qui est très rapide et de voir si, il y a des bénéfices par rapport à ce qu'on a fait en termes de performance pour potentiellement le reproduire l'année prochaine. Ouais, vous faites des tests en fonction ouais, des besoins qu'il y a dans les courses, des besoins qu'il y a lors des efforts que vous réalisez qui comptent. Et puis du coup, vous essayez de les adapter à des séances qui pourraient être, du coup, vous préparer à ce genre de trucs, quoi. Ouais, c'est ça exactement. Mais on est bon. Alors écoute, je vais essayer de faire le rappel de la séance dans ses grandes lignes. Et puis ensuite, on passera à la enfin, au déroulement de la séance en tant que telle. Alors, donc si je récapitule, c'est une séance de 6 fois 1200 mètres avec chaque 1200 mètres, c'est décomposé en deux blocs, un 200 mètres à allure 1500 mètres qui a pour but d'être couru du coup très vite, qui va charger les jambes et ensuite on enchaîne tout de suite avec un 1000 mètres aux alentours d'une allure 10 km. Et cette allure 10 km, l'objectif du coup, bah, c'est de maintenir, une fois que les jambes sont chargées, de maintenir quand même une vitesse et une allure visée le jour de la course. Entre chacun de ces 1200 mètres, il y a 2 minutes de récupération qui sont plutôt libres. Et donc, c'est une séance qui est exigeante, qui vise à travailler les allures de la course sur fatigue et qui entraîne du coup la résistance pour performer le jour J. Ça me semble pas si mal. Ouais, Est-ce c'est que tu vois? exactement ça. C'était bon? Ouais, c'était tout ça. C'était parfait. Ok, alors pour ce qui est de la deuxième partie là, de l'épisode, le déroulement. J'aimerais qu'on revienne, avant de s'attaquer strictement à la séance, un peu au fonctionnement d'une journée. Bah, du coup, c'est une séance dure. J'ai pu comprendre que tu en avais à peu près deux par semaine, des séances un peu vraiment très importantes, plutôt axées, bah ouais, ouais, plutôt dures, quoi. Comment ça se passe avec ton entraîneur? Comment tu reçois ce genre de séance? Longtemps à l'avance ou pas? Est-ce que c'est un plan d'entraînement qui est établi de longue date? Et est-ce que vous suivez du coup est-ce que vous utilisez une plateforme du coup pour gérer un peu tout ça là, tout ce suivi et cette relation entraîneur-entraîné?
Oui, donc déjà généralement quand on fait les grosses séances, donc je m'entraîne à Liévin, j'ai mon groupe qui est aux alentours de Liévin, et moi je suis basé à Lille. Donc je me déplace 2 fois par semaine pour m'entraîner avec l'équipe et le reste des entraînements les entraînements faciles et maîtrisés, je les fais directement sur l'île. Donc tout ce qui est footing, seuil, je le fais soit à la citadelle, soit sur stade, soit sur tapis. Mais ça reste du maîtrisé, donc assez facile à faire. Par contre, pour les grosses séances, je préfère être en équipe. Et puis ça permet de s'entraîner en groupe, c'est toujours plus agréable. Je vois mon entraîneur 1 à 2 fois par semaine. Et généralement, si je sens que je suis fatigué ou si je sens que je suis très bien, je le notifie directement sur la plateforme qu'on utilise. Donc la plateforme, c'est interval.icu. Donc c'est une plateforme qui est utilisée aussi chez les cyclistes pro, qui permet d'avoir pas mal de data sur les intensités à suivre. Et l'entraînement, le planning d'entraînement est fait le dimanche pour la semaine d'après et potentiellement ajustable en fonction des contraintes du travail. Des fois, il y a des jours où je peux pas doubler, donc je m'entraîne une seule fois et on doit modifier la charge d'entraînement ou par exemple si je suis malade ou autre, bah forcément adapter la charge d'entraînement. Hmm. Ouais, ok, ouais, c'est pas plus mal d'avoir cette relation. Du coup, il y a un peu de tout, il y a un peu du travail tout seul, et puis il y a du en équipe et avec ton entraîneur directement sur place pour bien adapter tout ça. Tu disais ton entraîneur, c'est Victor? Ouais, c'est Victor Boudin Ok, et mon équipe c'est la Casquette Élite. oui, ça je crois que je l'ai vu sur Instagram, on te voit emporter cet accoutrement. Ok, nickel. Et donc, du coup, quand tu vois arriver ton planning là, le dimanche, tu vois ce genre de séance, là, la 6 fois 1200 mètres hard start, tu te dis quoi? Plutôt content ou tu te dis, ouais, j'ai pas envie d'être vendredi? Bah en fait, avant, quand j'étais plus jeune, je cogitais sur les grosses séances, alors que maintenant, en fait, déjà le dimanche, je regarde généralement pas les séances du mardi et du vendredi. Je sais que le lundi, ça sera du double footing. Et en fait, la séance du mardi, je la regarde juste avant de partir pour la séance. Pour éviter d'y penser tout le temps, sachant que je la fasse bien ou que je la rate, ça va pas non plus changer ma saison, en fait. C'est pas une séance qui va faire que je serai opérationnel cette saison-là. C'est juste la globalité de l'entraînement, le fait de s'entraîner, de pas se blesser et de garder la motivation. Ouais, oui, donc tu arrives à faire ce pas de recul et de pas mettre trop de pression ou trop d'enjeux sur chaque séance, quoi. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vrai que ça peut, s'il y a des séances qui font peur, mais qu'on se met en plus la pression, je pense que l'un dans l'autre, on se rend pas service, quoi. Ça peut rendre la chose encore plus difficile, quoi. Ouais, et ça reste un hobby en fait. On a de la chance de s'entraîner, on a la chance d'être en bonne santé, donc le but c'est de prendre du plaisir et non pas de stresser avant un entraînement, quoi. Oui, ouais, t'as totalement raison. Et donc, du coup, tu arrives sur ce genre de séance difficile à Liévin. Est-ce que tu as un peu, ouais, des habitudes, des routines qui te mettent dans le bon état d'esprit? Je sais pas si c'est un truc que tu fais avec tes potes d'entraînement ou genre de truc. Qu'est-ce qui te met en bonne condition pour attaquer la séance? Euh, j'ai ma routine de gamme et d'échauffement que je fais après les 20 minutes en EF. Et ça me permet de me focaliser et d'être dans ma bulle avant la séance. Après, j'ai pas d'autres choses que je fais. Ouais, c'est juste vraiment bien activer le corps et être prêt à faire une bonne séance et d'avoir mes jambes qui soient bien activées et de ne pas avoir de douleur avant de commencer la séance. Quand tu disais, du coup, ta routine un peu de gamme et de mobilité éducative, là, c'est parce que quoi, tu as senti que voilà, depuis que tu cours, tu as des exercices dont tu as besoin parce que tu as des muscles qui sont un peu plus fragiles ou qui sont un peu plus durs à activer. C'est un truc, comment tu te l'es défini un peu cette routine? Euh, je dirais que j'ai un peu tout testé et puis au bout d'un moment, quand on fait beaucoup de compétitions, on s'entraîne beaucoup pendant des années, on commence à avoir
sa propre routine pour être certain de faire tous les bons exercices et être prêt pour la séance ou même pour les compétitions, puisque cette routine de gamme et d'échauffement, d'activation, je la fais qu'importe l'entraînement et qu'importe la compétition. Donc c'est tout le temps pour me mettre dans ma bulle. Et c'est tout simplement, si je le fais pas, bah, en fait, par exemple, mes ischios, mes adducteurs, mes mollets seraient moins activés et donc potentiellement, je serais moins efficace en compétition, par exemple, ou sur Mhm. la séance. Et si tu n'actives pas tes muscles ou tu fais pas toute cette routine, bah, au bout d'un moment, tu peux te blesser. C'est comme, on pourrait dire, oui, tu fais 20 minutes d'échauffement, peut-être que tu pourrais faire 10. Ok, je peux faire 10, je peux faire 5 aussi d'échauffement avant ma séance. Sauf que si je fais 5 il y a potentiellement aussi un risque de me blesser puisque le corps, il s'est pas entraîné de la journée, il va juste jogger, par exemple, à 12 km heure et après, il va courir à, à 2,50, 2,55 au kilomètre. Donc, ça risque d'être un peu trop agressif. Donc, le but, c'est vraiment de mettre des étapes pour y parvenir sans laisser de traces. Ok, mais c'est pas des exercices un peu, je sais pas, y a que toi qui réalise ou quoi, ça reste des trucs un peu classiques de Ah, montée c'est du de... classique. C'est du Oui, classique. ouais, ok, c'est pas Euh, des... Mais j'essaie de maintenant sur les réseaux sociaux, j'essaie de partager un peu pour tout le monde. Donc mes routines d'échauffement, j'ai une vidéo sur Instagram. Donc le but c'est de donner un peu de insight dans mon entraînement, Mhm. qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mange avant mes compétitions, pour donner un peu de conseils à tout le monde. Ah bah à la Donc limite, je mettrai un petit zoom pour regarder la ces inside dans le post que je ferai de présentation de l'épisode et comme ça on pourra aller voir un peu ce que tu fais de manière précise sur ce genre de moment de la séance là, à l'échauffement. Ok, et bien ce que je te propose c'est qu'on parte sur le moment où bon ok l'échauffement c'est fait. En plus du coup c'est un moment un peu convivial parce qu'il y a l'échauffement, la phase de jogging où bah, je suppose que tu es content de retrouver un peu toute la clique et que vous tournez ensemble. Quand tu arrives quand même, du coup tu as discuté avec ton entraîneur qui est sur place, est-ce qu'il te rappelle quand même les points de vigilance, les critères de réussite de la séance? Qu'est-ce qu'il te dit, vraiment les choses qu'il faut absolument pas louper dans cette séance pour vraiment la valider? Pas forcément en termes de chrono, mais peut-être en forme d'attitude, sous forme d'attitude, sous forme de posture. Est-ce qu'il te donne des consignes vraiment précises sur ce qu'il faut faire? oui, avant cette séance, il m'avait donné les consignes. C'était juste d'être actif dans la séance, donc vraiment partir sur des 200 en 30-31 et ensuite faire du 2,55 minimum. Donc rester en 2,55 et même si c'est dur, conserver l'allure et puis sur la fin, on verrait en fonction de comment je me sens. Mais le but, c'est pas de ralentir parce que c'est dur. Donc après, le but, c'était oui, d'être proactif dans la séance et de vraiment se donner et de pas rester passif. Et donc, du coup, tu fais quoi? Tu fais gaffe, ok, au chrono. Est-ce que tu fais gaffe aussi un peu à ta foulée? Est-ce que tu te donnes des points de repère là-dessus d'un point de vue de sensoriel au niveau de sensation sur le corps? Moi, le but, c'était d'aller vite et d'être relâché. Donc, je faisais vraiment attention à rester relâché. Au niveau de la respiration, d'être resté relâché aussi. Et puis après, c'était juste un contrôle des allures. Donc, c'était pas Ok. non plus. J'avais pas beaucoup de choses à gérer. Juste rester relâché, éviter d'être crispé, et puis conserver l'allure donnée. Et sur les 200 mètres, du coup, que tu fais, entre vraiment à bloc, à 100%, enfin, à fond, et le 1500 mètres, il y a quand même un vrai écart de vitesse où c'est compliqué de réussir à trouver cette bonne allure à tenir sur les 200 mètres. Oui, il y a clairement une différence entre de l'allure 1500 mètres et de l'allure 100 mètres. Je pense que si j'étais à fond en allure 100 mètres, j'aurais pas pu finir la séance. Ça aurait été trop compliqué. Euh, mais oui, il y a clairement un gap. Donc ça fait, là on était à 15 secondes au 100 mètres, donc 30 au 200. Je pense que je peux faire 12. Enfin après, si je suis en pointe, hein, je peux faire potentiellement 12,2, 12,4 au 100 mètres. Donc il y a quand même un gap. Et le but, c'est pas de travailler la vitesse du 100 mètres puisque je vais jamais l'atteindre en course. Mais c'est de reproduire une allure
que je peux avoir au départ d'un cross ou même en finish dans les 200 derniers mètres d'une course ou d'un cross. Oui, 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 donc faut quand même réussir à bien doser ce curseur où on va chercher vraiment de la vitesse, mais ça reste une vitesse, c'est pas un truc à 100% quoi. Et donc faut imaginer qu'il y a du coup un 1000 mètres juste après, et il faut imaginer qu'il y a 6 fois du coup cette répétition à réaliser quoi. Et d'ailleurs c'était une question que j'avais. Comment en termes de sensation, de ressenti un peu, fais-nous un inside là sur la quatrième, la cinquième et la sixième répétition. C'est vraiment quelque chose de très dur. En fait, j'avais fait une musculation 2 jours avant, donc après le deuxième bloc, j'étais déjà dans le dur. J'étais dans le dur par rapport au fait que j'avais travaillé, j'avais une muscu 2 jours avant, mais au niveau du rythme, j'arrivais à conserver mon rythme. Donc ça allait, mais dès la deuxième, j'étais vraiment dur au niveau respiration et je sentais que j'avais pas beaucoup de marge par rapport à la vitesse à laquelle j'allais. Oui, oui. Ouais, donc c'est ce genre de ressenti qu'il faut avoir du coup sur ce genre de séance. C'est ce qu'on vient chercher. De toute façon, c'est de la fatigue sur les répétitions et que ça doit vraiment être dur. Comme tu le disais, le RPE à la fin de la séance, il est hyper élevé, quoi. On est sur du 8-9, c'est ça que tu disais? Ouais, ouais, c'est ça, 8-9. 8-9 et même 10 sur 10. Et c'est pour ça qu'on prend que 2 minutes entre chaque bloc. Si on prenait 6 minutes, on repartirait, on aurait plus de fatigue et c'est pas forcément le but. Parce qu'en fait, en compétition, on fait tout ce bloc-là sans récup. Donc le but, c'est de retravailler avec peu de récup pour repartir sur un nouveau bloc et avoir de la fatigue déjà présente. Mhm. Et du coup, pour valider, pour t'aider à réaliser cette séance un peu exigeante, mentalement, est-ce que tu as t'as des leviers psychologiques qui t'aident à franchir les étapes, au-delà du fait que, bah, du coup, oui, c'est une piste de 200 mètres, du coup, tu pouvais quand même facilement contrôler tes vitesses. Est-ce que tu as d'autres trucs qui t'aident à passer les séances difficiles? J'avais mon entraîneur et un ami qui faisait une semi-marathon. Donc, il tournait en 2,55, sachant qu'il faisait 1h01 au semi. Et en fait, leur 2000, il est tourné en allure en 2,55 aussi. Donc, en fait, je faisais exprès de commencer quand je pouvais. Donc, je faisais mon 200 et en fait, je commençais juste derrière eux. Je finissais le 200 mètres juste devant eux. Et en fait, ça me forçait à faire un 1000 mètres aux bonnes allures pour éviter de les ralentir dans leur séance. Donc, ce jour-là, c'était ma technique pour bien conserver l'allure et me dire, ils sont derrière, je suis obligé de relancer pour éviter de les ralentir. Ouais, c'est le vrai avantage d'être du coup dans un groupe sur une piste, mais pas une piste où il y a trop de monde qui t'empêche de bien réaliser la séance, sur une piste qui te permet d'avoir finalement des partenaires de séance, même s'ils font pas exactement la même chose, ça peut te servir. Et la nuance est importante entre trop de monde qui peut te gêner et le monde suffisant qui est là pour t'encourager et te pousser à aller au bout de ton exercice. Ok. Bah, je pense qu'on n'est pas si mal. On en a un peu parlé, mais après qu'on a fait toute cette séance-là enfin tout ce corps de séance-là, on rechausse des chaussures de jog. On retourne enfin, on fait le retour au calme. Rien de spécial. C'est plutôt court, 10-15 minutes. Un retour au calme après une séance comme ça. Oui, c'est 10 minutes. Généralement, on fait 10 minutes. Et puis, c'est tout, hein. Tout simplement, Ouais. on a déjà fait pas mal de kilomètres. On fait ça le soir, donc on fait les 10 minutes, on parle aux copains, et puis on tarde pas pour rentrer à la maison, pour pas non plus se coucher trop tard, et puis pour avoir le temps de manger et prendre une douche. Ouais, on n'en a pas parlé, mais en autre truc, pendant la séance, en effet, elle est exigeante et elle arrive le soir. Niveau alimentation, pour avoir un peu de l'énergie et du gaz sur toutes les répétitions, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a une boisson énergétique pendant la séance, avant la séance? Est-ce qu'il y a un gel? Est-ce qu'il y a des petits trucs que tu te prends comme ça pour te faciliter bah, voilà, un apport énergétique pour la séance, pour mieux la passer et aussi pour mieux récupérer? Est-ce qu'il y a un truc que tu fais? Alors, généralement, je prends une collation 1h30 avant la séance. Comme ça, Mhm. ça me permet d'avoir de l'énergie supplémentaire.
Donc collation légère, par exemple, la compote avec des flocons d'avoine ou une banane, donc quelque chose qui reste léger. Après, on avait aussi la possibilité de prendre un gel au milieu de la séance, chose que je fais des fois, mais que je fais pas non plus tout le temps. Mais généralement, en fait, on n'a pas besoin de se prendre trop la tête. Avec une collation 1 heure et demie avant la séance, c'est suffisant. Et les gels, on va dire que c'est vraiment quelque chose de très important sur des efforts plus longs, type long run entre 25 et 35 km. C'est pas une obligation sur ce type de séance. On peut, c'est toujours mieux, mais on n'est pas obligé. Oui, il y a ce qu'il faut déjà dans le moteur avec la collation. Et ensuite, ouais, comme tu disais, tu traînes pas de toute façon sur la récup. Tu rentres à la maison rapidement, puis là, tu enchaînes avec le repas et du coup la routine du soir, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Ce que je te propose, c'est que du coup, bah, on a un peu terminé la séance sur la piste. On s'est rhabillé. Du coup, on va pouvoir passer au moment du débrief, les bilans un peu de cette séance-là, le troisième temps du podcast. Quand tu viens de terminer ce genre de séance, déjà, tu dois être un peu satisfait quand même si, enfin quoi, tu regardes les chronos en premier et tu dois te dire, bon, bah, ça, c'est une bonne chose de faite. C'est quoi le sentiment? Oui, après, dernier bloc, je sais que tous les chronos étaient bons pour la séance et j'avais juste le dernier bloc à terminer. J'ai fini le dernier bloc et après je me suis posé par terre parce que j'étais cuit. Donc entre le moment où tu finis la séance et le moment où tu pars faire le retour au calme, en fait, c'est pas immédiat, il se passe pas 2 minutes, il se passe un peu plus. Sachant que j'avais encore des collègues qui tournaient, donc le but c'était qu'ils finissent leur séance et qu'on parte faire notre retour en calme ensemble. Donc j'ai attendu, ouais, je me suis posé et puis on a attendu à peu près 10-15 minutes avant de repartir faire le retour au calme. Mais ouais, j'étais vraiment cuit sur celle-là, donc je me suis effondré par terre pendant 3 minutes et en train de comater. Mais voilà, dans tous les cas, le but c'était d'avoir des bonnes sensations et de travailler fort sur la séance et c'est ce qui s'est passé. Donc Ouais, satisfait. exactement. Satisfait. T'étais venu pour quelque chose et on t'a servi, on t'a servi comme il fallait. Ah ouais, Ok. c'est bon. Et du coup, t'en profites quoi directement pour faire un débrief avec ton entraîneur ou vous faites un débrief plutôt à froid du coup sur la plateforme? Vu qu'il est présent, ça peut être peut-être l'occasion d'échanger, mais c'est vrai que vu qu'il y a une plateforme également, comment ça se passe votre retour? Non, généralement, quand on se voit, on fait un débrief en direct. Vaut mieux faire un débrief en direct que sur la plateforme quand on se voit. Après, généralement, quand la séance s'est bien passée, je vais pas forcément parler de la séance. Par contre, si je vois que j'ai des douleurs ou que c'est compliqué en ce moment, etc., c'est là où je vais plus lui en parler pour adapter le plan d'entraînement. Techniquement, si ça se passe bien, il n'y a rien à changer. Et si c'est plus compliqué, là, il faudra adapter. Donc, mais sinon, c'est pas trop prise de tête. C'est OK, bah, j'ai fait une bonne séance. OK, bonne séance. Et puis, on repart au retour au calme. Il n'y a pas non plus besoin de discuter ou analyser pendant 30 minutes. Ouais. Le moment, en fait, là où ça va être important, ça va être quand ça se passe plutôt pas si bien que ça en fait. C'est ça, oui. Et, Oui. et d'ailleurs, j'avais une question, c'est imaginons bah, cette séance a été programmée du coup le vendredi, ça se passe pas top. Disons que tu fais ouais, les deux premières reps et la troisième, voilà, que ça se passe très mal. Comment vous faites, comment toi t'aurais tendance à faire à adapter et autrement comment ton coach lui il te conseille pour adapter la séance en cours de route. Euh, En cours de route, je pense que j'aurais potentiellement, si j'étais cuit par exemple et il me restait 2 ou 3 reps, bah, je serais pas parti pour faire des 1000 en 2,55, mais j'aurais tablé sur un 3,0. Et après, si je la passe et les 3 derniers blocs sont 3,0, bah, dans tous les cas, la séance est faite. Et peut-être qu'il y a quelque chose à changer. Je sais pas, le sommeil, la récupération ou quelque chose d'autre. Et puis après, si j'étais vraiment, vraiment pas bien dans la séance, il fallait adapter. À savoir que le jour d'après, donc le samedi, j'avais double footing de 8 km. Donc potentiellement faire un des deux footings et le deuxième le faire sur un trainer pour diminuer l'impact au sol. Et ensuite le dimanche, j'avais 10 fois 3 minutes au seuil 2. Donc 10 fois 3 minutes, récup 1 minute à 3,05 au kilomètre. Donc potentiellement alléger cette séance.
Donc au lieu de faire en 3,05 au kilomètre, le faire en 3,10 et puis voir comment ça se passe. Le but, c'est pas de dire tiens, t'es fatigué, donc samedi tu cours pas, dimanche tu cours pas, il n'y a Hmm. pas d'intérêt. Faut conserver une charge d'entraînement, mais adapter et réduire l'allure pour mieux récupérer ou aussi réduire l'impact au sol. Ouais. Oui, donc en fait, il y a plusieurs stratégies que vous suivez et ça va du moment de la séance où du coup on l'adapte un peu, on diminue la vitesse ou peut-être on diminue un peu la taille des reps. Et autrement, du coup, on le reporte sur les quelques jours qui suivent pour essayer de remettre un peu les niveaux à zéro. Et donc, ça peut être ouais, des petites modifs, comme tu disais, il y a des stratégies bah, alternatives, quoi. Pas du repos full, mais un truc un peu intermédiaire où on va faire un peu d'home trainer de temps en temps ou baisser les allures sur des séances ou quoi. Ok. Ouais, donc c'est un truc un peu global sur. En fait, vous faites une tendance un peu plus calme pour rebondir ensuite, quoi. C'est ça, ouais. Et généralement, quand on est crevé, quand on n'est pas en forme, le mieux c'est d'essayer de faire des siestes, plus dormir et éviter de trop cogiter. Hmm. Et généralement, ça se passe mieux. Mais ça se passe pas mieux immédiatement. C'est pas parce que j'ai bien dormi que le jour d'après, je vais être en forme. Hmm. Il y a quand même un process. Après, ça prend peut-être une semaine ou des choses comme ça. Et Ouais, ouais. après, il y a aussi le fait, ok, tu as fait une mauvaise séance. Bah, essaie de faire ta musculation 3 jours avant et vois comment tu vas réagir. Est-ce que c'est la musculation qui fait que tu as fait une mauvaise séance aussi? Il y a plusieurs leviers en fait. Et même en course à pied, il y a tellement de leviers à mettre en place. Est-ce que, par exemple, peut-être que aussi j'avais une carence en fer et donc j'étais pas au top de ma forme et peut-être qu'il faut faire des prescriptions et ensuite prendre des compléments alimentaires, prendre de la spiruline ou du fer et voir comment je réagis. Donc en fait, il y a tellement de leviers et de choses à vérifier. Ouais, donc en fait, c'est des moments où quand tu sens que tu as des séances que tu n'arrives pas comme ça, c'est des moments où toi, tu fais un pas de recul pour un peu voir ta pratique au global et réfléchir à qu'est-ce qui va pas. Et du coup, tu vas sur plusieurs terrains pour essayer de trouver une solution, quoi. Tu dis pas, tu bâches pas tout, t'envoies pas tout en l'air, quoi. Tu t'en profites justement pour bien réfléchir, les moments où c'est un peu difficile. Ouais, c'est ça, c'est pas forcément que les jambes. Il y a peut-être une fatigue psychologique, il y a peut-être un manque de nutriments, j'en sais rien, ou il y a tellement de choses qui peuvent impacter notre niveau en course à pied que faut juste faire un pas en arrière et puis trouver une solution au problème. Non, bah c'est intéressant ce que tu dis. Et en plus, ça a rebondi avec un autre truc que tu avais dit. Finalement, ce qui compte, c'est l'entraînement au global. Donc, pas non plus mettre trop de stress sur chacune des séances et du coup voir le truc dézoomer quoi, la progression au global. Mais on est bon hein, sur tout ce qui était voilà un peu analyse de la séance, enfin du moins en tout cas pour quand ça se passe mal. Juste pour cette séance, elle est en effet taxante en énergie, elle est quand même difficile. En plus de ça, tu as dit que tu as quand même des séances du coup qui suivent hein, avec un double footing et ensuite une séance de seuil. Comment tu fais pour bien récupérer? Tu nous as dit sommeil. Est-ce que tu as d'autres stratégies que tu mets en place tout de suite après la séance et Tout de suite après la séance, ouais. je sais que les chaussettes de contention, ça peut aider après une séance, avant d'aller dormir, ça peut être sympa pour retour veineux. Après, pour moi, c'est hydratation, alimentation et surtout sommeil. En fait, numéro un, c'est sommeil. Et puis après, généralement, quand je suis en télétravail ou le week-end, je fais toujours des siestes. La Hmm. sieste, c'est le numéro un. C'est, je me lève le matin, je vais faire un footing. Je vais, par exemple, le jour d'après, en fait, je prends le samedi d'après cette séance. Donc, je me lève, il est 9 heures, je vais faire mon footing du matin. Je rentre, je mange même si j'ai mangé légèrement avant mon footing. Ensuite, je me lave, je vais faire une sieste. Ensuite, je fais mes choses habituelles, je remange le midi, re-sieste, et après je cours le soir, etc. Et en fait, le fait de dormir souvent, bah, ça permet de mieux récupérer. Ouais, oui, donc c'est Après, vraiment on une. l'adapte après, on l'adapte en fonction de la personne, hein. Mais moi, j'aime beaucoup dormir, donc ça me convient très bien. Ouais, mais ça, il y a pas mal de gens qui aiment bien dormir. Surtout, je pense, quand on s'entraîne autant, avec autant d'entraînement, au-delà du fait que je pense que ça devient nécessaire, quoi. Le corps, il te le demande assez rapidement, ou sinon, du coup, en effet, ça se traduit par des moments où c'est difficile en séance ou autre. Donc, ou même l'humeur tu dis un peu ouais, irrité, Et, mm, ça va vite, ça.
Ok, mais je pense qu'on est pas si mal sur tout ce qui était analyse, qui était plutôt simple du coup avec le privilège d'avoir bah, l'entraîneur directement avec soi sur les moments difficiles et enfin sur les moments où tu fais les séances difficiles et donc du coup qui peut adapter. Je pense que on n'a pas pas grand-chose d'autre à rajouter. Est-ce que toi tu voudrais dire quelque chose de spécifique par rapport à cette séance? Je pense que tout a été dit. Donc j'ai pas forcément quelque chose à rajouter maintenant. J'y Il y a pense plus pas. il y a plus qu'à la tester quoi. Exactement. Ok, bah je fais la conclusion et puis bah on se fera un petit peu un petit voilà ce qu'on peut te souhaiter pour la saison 2026, même si du coup elle a déjà bien entamé, il y a déjà des petites choses qui se sont déjà bien déroulées, mais là il y a le 10K qui approche de Lille à la maison. On sait que tu performes, donc enfin en tout cas c'est là où tu as déjà eu des beaux chronos, donc voilà on verra ce que tu souhaites sur ce 10K-là. Je fais la conclusion d'abord. Donc, ouais, bah, merci Pierre-Louis pour cette séance de 6 fois 1200 mètres, récupération 2 minutes entre les 1200 mètres. Les 1200 mètres, ils se découpent en deux avec un 200 mètres très rapide aux alentours de l'allure 1500 mètres. Enchaîner tout de suite avec un 1000 mètres à l'allure 10K, allure de course. L'objectif, c'est de créer une fatigue importante, de charger les jambes et de forcer le corps à maintenir du coup une vitesse, la vitesse cible sur la course, la vitesse du 10 km. Cette séance-là, elle se place environ un mois avant l'objectif. Elle s'intègre évidemment dans un entraînement au global et qui a déjà travaillé des séances de VO2. Et donc du coup, c'est vraiment un travail sur fatigue. Les sensations, elles sont dures. Le ressenti est difficile dès le début de la séance, hein, dès les premières répétitions et se termine vraiment dur avec des cotations autour de 8-9 sur les dernières répétitions. Elle demande pas mal de compétences. La gestion des allures, bah, évidemment être capable d'enchaîner quand même un corps de séance important. Mais voilà, elle doit vraiment donner des bonnes garanties sur la course qui approche. Donc voilà, si vous voulez la tester, n'hésitez pas. Et puis prenez un environnement qui vous permet de bien la réaliser. Ça vous aidera à aller au bout. Est-ce que ça te va? Très bien, parfait. C'est exactement ça. Un dernier coup de pouce pour nous aider à la passer, cette séance? Un petit Bah, truc. déjà, je pense qu'il faut pas la tester si vient juste de commencer à courir. Je pense que c'est déjà quand on a un entraînement structuré. Déjà qu'on a eu on sait ce qu'on vaut sur 10 kilomètres, on a déjà des objectifs en tête, on a déjà un volume d'entraînement conséquent. Donc ça s'adapte à tout le monde, hein, qu'on court 30 km par semaine, à 100 km par semaine, il n'y a aucun souci. Mais il faut pas se dire, tiens, je vais faire la séance, je m'entraîne pas, je m'entraîne une fois par semaine, je vais faire la séance, je vais voir ce que ça va faire. Bah forcément, si on s'entraîne une fois par semaine, ça risque d'être compliqué. Il faut déjà avoir quelque chose de structuré pour ensuite placer cette séance et la passer. Ok, bon bah je pense que c'est une préconisation qui est plutôt sage. Et en effet, il faut déjà avoir un petit peu de bagage, avoir un peu de kilomètres derrière soi et ensuite la placer. Ça peut être en effet une séance hyper intéressante, bien ludique, avec ces changements de vitesse à l'intérieur des répétitions. Dac. Et est-ce que tu connais un athlète ou un coach qui, pareil, a des séances un peu touchy comme ça, un peu sympa, un peu épicées, qui pourrait nous la présenter? Cette séance ou une autre séance? Une autre séance, du coup, mais une séance aussi qui peut être intéressante, voilà, un peu difficile comme celle que tu viens de nous présenter. Ouais, du coup j'ai mon ami Fabio qui gère l'équipe Diadora qui pourrait te parler de son programme d'entraînement, d'une séance un peu épicée qui pourrait être intéressant à partager à la communauté. Donc je te renverrai son contact. Nickel, parfait. Bah oui, il faudrait que je le contacte. Écoute, bah du coup, on arrive à la fin. Pour les 10K de Lille, est-ce que, il y a quelque chose que tu aimerais un peu, un truc, un rêve que tu aimerais réaliser là-bas, un chrono de rêve? Bah écoute, je me suis pris, je m'étais basé par exemple l'année dernière pour faire un sub 29 et j'y pensais pendant 2 mois, Hmm. etc. C'est pas passé. Donc cette année, je suis plus d'humeur à dire juste prendre du plaisir, on verra. De toute façon, que je parle de chrono, de RP ou autre, ça va pas me permettre permettre de le faire. Donc je me concentre plus sur mon quotidien et puis on verra si ça le fait samedi prochain.
Ok. Ouais, donc du coup, on te souhaite vraiment de participer à la fête et que ça soit un super moment alors. Exactement. Mais je veux quand même faire un record. Mais après, le but, c'est pas de se prendre la tête parce que des fois, quand on se prend trop la tête, après, on a du stress qui vient au rendez-vous. Et le but, c'est vraiment de partir dans un bon état d'esprit et être actif pendant la course. Ouais, bah donc voilà, ouais, on te souhaite de choper les bonnes ondes lilloises sur la ligne de départ, sur le long du parcours. Il y a du monde. C'est un parcours qui t'a déjà réussi, donc voilà, si tu peux profiter, en tout cas, on suivra ça avec attention. Et l'épisode sortira avant, donc comme ça, écoute, on pourra te suivre très nombreux sur ce 10 km de Lille, en espérant que tu sois hyper heureux une fois que tu auras franchi la ligne d'arrivée. Ah, c'est gentil. Nickel. Bah, allez, ciao. Merci beaucoup pour cet épisode encore. Merci à toi, Barthélémy. Salut. Ciao. Voilà, c'est la fin du 15e épisode, la séance Hard Start de Pierre-Louis de Tourbe. Merci pour ce moment d'échange autour d'une séance de travail sur fatigue à haute vitesse. L'important reste d'adapter cette séance à son expérience, son objectif, son envie. Veillez à rester à l'écoute de vos sensations, de respecter vos allures et bien sûr, suivre le temps de récupération après les séances pour pouvoir répéter des journées d'entraînement pour progresser. On peut suivre les aventures de Pierre-Louis sur Instagram et sur Strava. Il y partage ses séances et son quotidien d'athlète de haut niveau. N'hésitez pas à lui lâcher un maximum de kudos. Vous retrouverez toutes les informations dans la description de l'épisode. Moi, je vous donne rendez-vous sur la page Instagram de La Séance, le podcast, pour retrouver l'épisode 15, la séance Art Start façon Pierre-Louis de Tourbe. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et liker. À bientôt pour une prochaine séance sportive. Et d'ici là, bon entraînement. Ciao.